Bonjour. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez déjà tout du phénomène astronomique appelé transit planétaire, au cours duquel, vu de la Terre, on voit sur le disque solaire passer en avant-plan un petit disque noir qui correspond à la planète qui s'interpose justement entre le Soleil et la Terre lors de son mouvement orbital autour du Soleil. Bien sûr, en réalité, le Soleil n'est pas un disque, mais plutôt sphérique. Simplement, à la distance où il se trouve, nos yeux ne perçoivent pas la profondeur, la troisième dimension. Et donc, ce qu'on voit du Soleil, c'est en quelque sorte sa projection sur un plan. Et ça apparaît donc comme un disque. De même, on a l'impression que le disque noir passe sur le Soleil, mais en réalité, la planète qui intercepte la lumière du Soleil passe des millions de kilomètres, même des dizaines de millions de kilomètres en avant du Soleil. Et c'est sa projection sur le disque solaire, dans la direction de notre regard, que l'on voit apparaître comme un petit disque noir. Car la lumière émise par le Soleil de ce point de projection vers nos yeux n'atteint jamais nos yeux, puisqu'elle est interceptée par la planète, et par conséquent, on voit un disque noir. On comprend d'ailleurs pourquoi les transits planétaires sont si rares. Car il faut vraiment que l'axe qui joint l'observateur, donc la Terre, à la planète, traverse le disque solaire pour qu'on puisse observer ce transit. Si l'axe passe dessous ou dessus, eh bien on ne verra rien. À aucun moment, la planète ne va vraiment intercepter de la lumière en provenance du Soleil. On comprend aussi pourquoi les transits planétaires sont d'autant plus rares que la planète est éloignée du Soleil. Une planète qui orbite avec un rayon très faible, donc qui passe près du Soleil, va pouvoir se projeter sur le disque solaire, même avec un alignement pas très bon, même avec des angles très différents. Mais pour une planète qui serait très en avant du Soleil, il faut vraiment que la Terre soit exactement dans le prolongement de l'axe Soleil-planète pour que ce transit puisse être observé. Si la Terre est un petit peu trop haut, eh bien la planète va se projeter trop bas, et puis si la Terre est un petit peu trop bas, la planète va passer au-dessus. Dans le système solaire, il y a deux planètes entre la Terre et le Soleil, Mercure, la plus proche, et puis Vénus, plus éloignée. Donc les transits de Vénus sont plus rares que les transits de Mercure. Lundi dernier, à l'heure où je parle, le 9 mai 2016, c'est un transit de Mercure auquel on a assisté. Enfin, pas à Paris, il y avait des nuages partout, mais je vous encourage tous à aller voir les magnifiques images mises en ligne par la NASA, prises par le satellite, l'observatoire en orbite autour du Soleil qui s'appelle SDO. Ces images sont absolument éblouissantes, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil. Je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Donc c'était un transit de Mercure qui est plus courant. Le prochain transit de Vénus aura lieu en 2117. Tandis que le prochain transit de Mercure aura lieu en 2019. Les transits de Vénus sont donc beaucoup plus rares en raison de cette nécessité d'alignement, mais de ce fait même, ils ont joué un rôle absolument capital dans l'histoire de l'astronomie en permettant pour la première fois de mesurer les distances dans le système solaire. Avant le transit de Vénus du 6 juin 1761, qui est en fait le deuxième transit observé dans l'histoire, le premier c'était en 1639, vous voyez que c'est assez rare. Avant ce transit, nous ne connaissions dans le système solaire que des distances relatives. Nous savions par exemple que la distance entre Vénus et le Soleil est environ 72% de la distance entre la Terre et le Soleil. Mais on ne savait pas du tout combien ça faisait en kilomètres. Eh bien, grâce au transit de Vénus de 1761, on a pu déterminer la distance entre la Terre et le Soleil et du coup toutes les autres distances au sein du système solaire, ce qui est extraordinaire. On peut le comprendre à partir d'une expérience toute simple qui ne nécessite qu'un doigt et deux yeux. Si vous pointez votre doigt comme ceci devant un arrière-plan, ici un mur pour moi, et que vous fermez alternativement l'œil droit et l'œil gauche, vous allez voir votre doigt se déplacer sur l'arrière-plan. C'est simplement que le point masqué par votre doigt n'est pas le même suivant que vous fermez l'un ou l'autre des deux yeux, puisqu'il s'agit du point dans le prolongement, tantôt de l'œil droit, tantôt de l'œil gauche. Or, la distance entre les deux points masqués sur le mur lorsque vous fermez l'un ou l'autre des deux yeux n'est pas la même suivant que le doigt est proche ou loin de vos yeux. Pour un doigt très proche, la distance des deux points masqués sur le mur est beaucoup plus grande que pour un doigt éloigné. Eh bien, cette simple évidence géométrique a été exploitée pour mesurer la taille du Soleil et donc la taille des distances dans le système solaire. Comment? Eh bien, comme ceci. Lorsque Vénus s'est interposée devant le Soleil le 6 juin 1761, suivant l'endroit où se trouve la planète Terre, on a vu que Vénus n'allait pas se projeter au même endroit. Mais mieux que ça, suivant l'endroit où on se trouve sur la Terre, le point du Soleil qui est masqué n'est pas le même. On a donc procédé à une série d'expéditions
au cours desquels des observateurs se sont situés en différents points du globe dont on connaissait la distance en kilomètres sur la planète Terre, et ils ont comparé ensuite les positions masquées par Vénus à un instant donné. Eh bien, connaissant la distance entre les points d'observation, on peut en déduire, et connaissant le rapport de distance entre l'orbite, enfin entre Vénus et le Soleil et entre la Terre et le Soleil, ce qui était connu par ailleurs, on peut déduire la distance réelle en kilomètres entre les deux points de projection différents. Ensuite, il suffit de reporter cette distance connue en kilomètres autant de fois qu'il le faut pour couvrir le diamètre du Soleil, pour en déduire en kilomètres le diamètre du Soleil. Et si on connaît le diamètre du Soleil, puisqu'on connaît par ailleurs l'angle sous lequel on le voit depuis la Terre, on en déduit très simplement, toujours par de la géométrie vraiment élémentaire, la distance du Soleil. Verdict, 150 millions de kilomètres. Voilà, ce n'était pas connu avant l'observation de ce transit de Vénus devant le Soleil le 6 juin 1761. Bien sûr, depuis l'avènement de l'ère spatiale, on dispose aujourd'hui d'autres moyens beaucoup plus précis pour déterminer les distances dans le système solaire. Mais les transits planétaires sont toujours utilisés en astronomie pour une application totalement différente qui est la détection d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes en orbite autour d'autres étoiles. C'est tout à fait fascinant. Alors comment s'y prend-on? Eh bien, lorsqu'une planète d'un autre système solaire passe devant son étoile, bien sûr on ne peut pas observer, compte tenu de la distance de ces systèmes planétaires, on ne peut pas observer un disque noir sur un disque lumineux, ça c'est totalement exclu. En revanche, la précision des instruments actuels est telle que l'on peut détecter une légère diminution de l'intensité de l'étoile due à l'absorption, l'écrantage de la lumière de l'étoile par la planète. Et c'est ainsi qu'on a pu déterminer aussi le rayon de certaines de ces planètes, et qu'on a pu donc déterminer que certaines planètes en orbite autour d'étoiles proches étaient comparables à la Terre par leur rayon, et également, compte tenu de la période de leur orbite, on a pu déterminer qu'elles se trouvaient à une distance de leur étoile telle que de l'eau liquide pourrait se maintenir à leur surface. C'est-à-dire que la planète n'est pas trop lointaine de sorte qu'elle serait trop froide et que l'eau gèlerait, ni trop proche de sorte qu'elle serait trop chaude et que l'eau s'évaporerait. Donc, on a qualifié ces planètes de planètes habitables, mais c'est évidemment un énorme abus de langage, puisqu'on sait, certes, de l'eau pourrait peut-être se maintenir à l'état liquide à leur surface, mais on ne sait même pas s'il y a de l'eau pour commencer. Cependant, les transits planétaires devraient pouvoir nous renseigner très prochainement, grâce à la mise en service de nouveaux moyens d'observation, qui vont nous permettre d'analyser la composition de l'atmosphère, éventuellement, s'il y en a, autour de ces planètes. Comment? Eh bien, d'une façon tout à fait fascinante, qui est la suivante. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, une partie de l'étoile, de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète et va se faire absorber par les molécules de l'atmosphère. Or, les molécules absorbent de la lumière à des longueurs bien précises qui dépendent de leur composition. Nous allons donc pouvoir, grâce à ces nouveaux moyens d'observation, partir à la recherche d'eau, de vapeur d'eau dans cette atmosphère planétaire, et même d'oxygène qui fournirait une signature éventuellement d'une activité biologique qui pourrait avoir lieu sur ces planètes. Donc c'est vraiment fascinant, et ça rappelle une première observation d'atmosphère planétaire qui a été faite lors du transit de Vénus dont j'ai parlé en 1761 par le génial Mikhail Lomonosov, ce génie russe multifonction qui savait vraiment tout faire et qui avait des idées absolument géniales. Lomonosov a observé lorsque Vénus a commencé à entrer sur le disque solaire lors de ce transit du 6 juin 1761, une petite bande de lumière qui venait sur le bord opposé ici de Vénus, et il en a déduit qu'il s'agissait de la lumière du Soleil réfractée par l'atmosphère de Vénus. Il n'y aurait pas eu ce petit filet de lumière entourant la planète si Vénus n'avait pas eu d'atmosphère. Il en a déduit qu'il y avait une atmosphère. Alors,
évidemment, ce que nous nous apprêtons à faire avec les nouveaux instruments, c'est bien plus fort que ça. C'est vraiment non seulement détecter qu'il y a une atmosphère, mais mesurer sa composition et donc nous renseigner sur la présence ou non d'eau, voire donc d'activité biologique, qui sait, à la surface de ces planètes. Ce serait vraiment tout à fait fascinant. Il faut attendre quelques années pour que cette technique se développe et se mette en place. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques années. D'ici là, observez le ciel, c'est magnifique. Que les astres vous soient cléments et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.